Salut Aude, comment vas-tu aujourd'hui? Salut Julien, contente de te retrouver à nouveau. Ça va bien, un petit peu nerveuse. Et toi? Eh ben écoute, très bien, et je suis très heureux d'aborder le sujet dont tu vas parler aujourd'hui, qui est le sujet de l'hypersensibilité et de l'hyperempathie. Et je voulais savoir pourquoi tu avais choisi ce sujet pour ce troisième épisode que l'on fait ensemble. Et puis ensuite, on va Mhm. plonger dedans, tu vas nous expliquer, nous donner la définition, l'étymologie, et puis donner vraiment de la profondeur sur ce terme qu'on entend énormément et qui est aujourd'hui aussi au cœur de ta pratique et des personnes qui viennent à toi dans tes accompagnements. Bah exactement, t'as déjà donné la réponse. En fait, il y a d'une part mon vécu personnel, évidemment, parce que bien sûr qu'on est attiré par les choses qui nous permettent de mieux nous comprendre nous-mêmes, évidemment. Hein, ça fait sens. Je suis persuadée qu'on fait plus ou moins tous un métier qui a une relation, même parfois, même si c'est inconscient, avec quelque chose qu'on cherche à réparer en nous, en fait. Même parfois quand c'est assez étonnant. Voilà. Donc, déjà, juste pour faire un petit disclaimer avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que comme tu l'as évoqué, c'est des sujets avec des étiquettes qu'on trouve partout aujourd'hui dans la littérature. Il y a des mélanges entre les diagnostics cliniques, ce qui n'est pas diagnostic clinique, ce qui est popularisé par des experts, mais après il n'y a jamais trois experts qui sont d'accord exactement sur tous les points. Donc en fait, on voit bien que ça fait parfois avec aussi tout ce qui est classé de neurodivergence aujourd'hui, etc. Ça fait une espèce de plat de spaghetti neuropsychologique. Et du coup, juste pour dire que aujourd'hui, le but, c'est d'articuler, de mettre un peu de compréhension, de sens autour de ces mots, mais que comme il n'y a pas de véritable consensus à ce jour unanime sur tous ces profils, on peut facilement le voir en épluchant les livres, etc. Et donc moi, je suis pas diagnosticienne, je suis thérapeute et anthropologue pour rappeler. Et donc je prétends pas avoir la vérité sur ces termes, je tiens juste à le dire, parce que l'humain est complexe, ces choses-là sont complexes. Je pense que l'hypersensibilité, la sensibilité est un spectre d'ailleurs qui va chez chaque personne se recouper avec d'autres spectres possiblement. Donc on voit bien qu'il y a un, comment on dit, entanglement, que tout ça est intriqué de façon quand même assez non linéaire en tout cas. Et donc et ces termes aussi évoluent tandis que la recherche évolue, faut le dire aussi. Donc faut pas oublier que tout ça, il faut mettre un peu de distance aussi avec ces étiquettes et plutôt aller avec le bon sens de ce qu'on ressent et ce qui résonne pour nous. Je pense que c'est surtout ça qui est aidant, puis ensuite d'aller vers des solutions pragmatiques. Voilà, je crois que c'est l'idée. Parfait, parfait. Et puis voilà, pour te répondre, je parle du point de vue de mon vécu personnel, mais aussi de ma pratique justement avec mes clients et clientes qui très largement, et je pense à l'unanimité, sont des personnes hautement sensibles et très très largement aussi des très très grands empathes, donc vraiment largement au-delà de la norme. Et c'est aussi normal parce qu'on va voir qu'il y a aussi un certain lien avec les traumas, puisque je travaille avec les psychotraumas. Donc toutes ces choses-là ont certains recoupements. Voilà. Donc tu veux que j'attaque le sujet de ces terminologies? Et oui, moi je serais très curieux déjà et de connaître l'étymologie et puis voilà qu'on parte à la racine du mot hypersensible, hyperempathe et puis qu'on parte de là, ouais, qu'on déroule de là. Ouais, très bonne idée. Je trouve que c'est toujours bien de faire ça pour savoir de quoi on parle exactement, de poser des bases comme je disais souvent. Alors déjà, quand j'ai bien aimé ce que Linda Perra disait, je la rejoignais complètement. Quand on parle d'hypersensibilité, c'est un terme un peu malheureux parce que c'est assez pathologisant avec le terme hyper qui implique le trop ou la surcharge de quelque chose. D'accord? On voit bien avec hypertension, hyperventilation, hyperactivité, hyperthyroïdie, etc. On en a plein. D'accord? Donc c'est pas très valorisant. Et à l'inverse, si on parlait de ultrasensibilité, par exemple, j'avais lu un auteur qui parlait de ça et j'étais super d'accord.
ultra, ça signifie dépasser une limite, aller au-delà de quelque chose. Et donc là, on a les ultrasons, les ultraviolets, les ultra hautes fréquences, etc. Voilà. Donc, pour aller dans l'étymologie, en fait, par rapport à hypersensibilité, hein, on a le latin sensibilis, c'est ce qui peut être perçu par les sens. Et c'est dérivé de sensus, qui est la perception, la sensation, la faculté de ressentir. Voilà. Après, le terme, on va dire, qui concerne les hypersensibles, qui est le plus, on va dire, agré scientifiquement, c'est un terme qui a été proposé par Ellen Aron dans les années 90, qui est, alors c'est un terme vraiment compliqué, en abrégé c'est SPS, ok, SPS, pour Sensory Processing Sensitivity. Donc, c'est un terme terrible. Et cet auteur a aussi écrit The Highly Sensitive Person en 96, qui a été justement mal traduit en français par hypersensible. Alors qu'aux États-Unis, enfin dans la littérature anglophone, on a popularisé le terme maintenant HSP. HSP, Highly Sensitive People, or Highly Sensitive Person, qui est beaucoup moins, qui sort en fait de la pathologie. Donc effectivement, le terme en anglais, c'est plutôt hautement sensitive, hautement sensible. Il n'y a pas le côté pathologisant qu'on disait effectivement de hyper, et tu l'as très bien décrit. Donc je trouve que déjà le terme anglais, effectivement, l'a mal traduit peut-être, en tout cas, voilà, on y a mis une couche qui ne veut pas dire la même chose. Oui, exactement. D'ailleurs, même en chinois, en fait, ils ont adopté ce terme de HSP, mais en version chinoise. Hein. Donc c'est assez intéressant je sais pas pourquoi en français finalement ça a été j'ai pas encore fait cette recherche là pour savoir mais pourquoi on a fait ce choix là. Mais pourquoi? Mais ce qui compte c'est plutôt le fond. Donc sur le fond, qu'est-ce que ça veut vraiment dire? D'accord? Donc ce qui est démontré par justement les études en psychologie et les travaux de Ellen Aron parmi d'autres, hein, c'est justement qu'il y a chez ces personnes un traitement cognitif plus profond. Ça veut dire notamment une réflexion beaucoup plus poussée que la moyenne. Ça veut dire aussi une plus grande conscience des choses subtiles qui se passent. Ça veut dire aussi une attention accrue aux signaux sociaux, une conscience des détails, une vision des nuances, hein, qui est beaucoup plus élargie aussi. Une sensibilité émotionnelle et sensorielle élevée, hein, donc ça peut être tant des 5 sens que au niveau des sensations, émotions, sentiments, etc. Une plus grande aussi réactivité forcément émotionnelle et aussi au stress, d'accord, et aux stimuli, les sons, les bruits, les énergies, les choses comme ça, les lieux. Et souvent aussi une empathie plus forte, même beaucoup plus forte. Mais attention, SPS veut pas forcément dire hyper empathe, d'accord? Il y a des cas de figure dans les deux sens où ça c'est pas forcément l'équivalence. Mais chez ma clientèle, c'est pour ça que je parle du haut de ma subjectivité, de ma pratique et de mon expérience personnelle. Chez mes clients, j'ai ça. Clairement, j'ai les deux qui se juxtaposent avec encore d'autres dimensions très souvent. Voilà. Donc on peut voir que c'est un trait neurobiologique et aussi de tempérament, comme on dit, qui a une dimension évolutionnaire dont je vais parler aussi, et puis que c'est présent chez environ 15-20% de la population, hein, selon son modèle. Mais ça aussi, c'est des chiffres qui, dans les études qui évoluent, bougent encore. Hein. Donc encore une fois, rien n'est fixe. Hein. Donc on peut voir que en fait, ces traits sont quand même, dans l'absolu, une grande force. Même si, dans certains contextes, on peut déjà imaginer comment ça peut être aussi un challenge parce que, naturellement, ça induit une surcharge nerveuse et potentiellement, ça peut aussi entraîner une dérégulation du système nerveux à force d'être en surcharge chronique, etc. Et ça, il me semble que si les personnes s'identifient, elles peuvent facilement en attester, en faire le témoignage. Donc, ce qui est intéressant, c'est la perspective aussi de la biologie évolutive, hein, et d'anthropologique là-dedans.
Et c'est une théorie, c'est pas quelque chose qui est absolument avéré, mais c'est que dans l'histoire de l'homme sur Terre, hein, à l'époque où on chassait les animaux, on survivait avec la cueillette, on faisait tout le temps des déplacements, on était parfois dans des climats hostiles, etc. Donc, ce qui est théorisé, c'est que ces profils hautement sensibles, SPS, auraient joué dans ces groupes humains une fonction très importante pour la survie collective, simplement parce que grâce à leur perception, c'étaient les premiers à repérer, à percevoir des variations subtiles dans l'environnement, les changements de climat, potentiellement la trace des prédateurs, des modifications qui pouvaient ou des anomalies qui pouvaient indiquer certains dangers. Donc en fait, ils alertaient le groupe de ces dangers, ils anticipaient, ils pouvaient examiner aussi les données comme ça avant d'agir, hein. Et du coup, ils jouaient ce rôle pas négligeable, hein, pour la survie du groupe. Voilà. Donc je sais pas si c'est clair jusque-là. Si, c'est très clair et j'adore parce qu'effectivement, cet argument, entre guillemets, de ces personnes super sensibles et vraiment hautement sensibles sert le groupe. Et il n'y a pas de hasard et dans l'évolution humaine et dans le fonctionnement de la vie. Et donc effectivement, il y a un rôle à jouer et c'est pas pour rien. Et là, tu vas me dire, toi, avec ton expérience d'anthropologue, ce sera un peu les chamans modernes, en tout cas. Les personnes capables d'accompagner le groupe, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'accompagnants qui sont évidemment hypersensibles, hyper empathes avec les termes français, parce qu'il y a la capacité d'aider les gens au mieux grâce à ces capacités-là. Mais il faut les transformer d'abord, avant de pouvoir les mettre au service du groupe, parce que sinon elles viennent détruire un peu la personne, elles viennent l'abîmer, elles viennent l'empêcher en fait d'utiliser ce super pouvoir, parce que trop de tension nerveuse, comme tu disais, une surcharge chronique qui fait que ça explose, les burn-out et compagnie, ou des grandes dépressions, tirés vers le bas, vers les pensées les plus sombres, et qu'effectivement, une fois qu'on traverse ça, peut-être que dans toute société, on a toujours vu ces pourcentages-là de personnes qui sont au service du collectif avec effectivement des capacités grandes, mais qui sont aussi des grands pouvoirs avec de grandes responsabilités quand on les a, un peu comme des chamans. Alors peut-être je dis des bêtises, mais tu vas me dire comment toi ça résonne en toi. Ouais, ce que tu dis, ça touche exactement à des sujets d'ethnopsychiatrie. Et puis c'est passionnant, effectivement. Alors que on va bien sûr, on peut pas approfondir trop parce que c'est un énorme sujet en soi, ce que tu soulèves en fait. Je pense pas que tous les chamans, en particulier dans la manière dont ils sont sélectionnés, choisis par en théorie, par les divinités ou les ancêtres dans les sociétés chamaniques traditionnelles, qui a rien à voir avec le néo-chamanisme aujourd'hui où on se promeut chaman. C'est complètement différent. Mais dans les sociétés traditionnelles chamaniques, c'est pas que je les ai toutes parcourues, bien évidemment, mais oui, bien entendu, je pense qu'il doit y avoir probablement une certaine prédisposition, puisqu'il s'agit de faire, comme tu sais, l'intermédiaire entre le monde des esprits, le monde des hommes, mais c'est aussi être un négociateur, hein, parce qu'il y a un enjeu d'échange d'énergie vitale, donc c'est une perpétuelle négociation. Ça, c'est vraiment plus dans le côté vraiment traditionnel. Après, dans la manière dont c'est vécu aujourd'hui, alors chaman, c'est un terme qui a été d'ailleurs pas mal galvaudé par les Occidentaux, on le sait bien. Mais typiquement, il y a beaucoup de groupes. Je pense surtout à les exemples qui me viennent maintenant, c'est que j'ai rencontrés en Inde et en Birmanie notamment. En Birmanie, on a les Natkado, par exemple. Les Natkado, c'est justement on pourrait dire les chamans, mais c'est ceux qui maîtrisent les esprits. En fait, littéralement, c'est l'époux de l'esprit, le Natkado. Donc, c'est celui qui fait les rituels et puis qui peut rentrer en transe. Et ce qui m'a étonnée, c'est de voir que c'était très souvent des personnes transgenres. Et on voit la même chose aussi en Inde, où il y a ce groupe d'hommes en fait qui s'habillent. J'ai oublié maintenant leur nom. Si jamais on pourra le rajouter plus tard. C'est un groupe de particuliers en fait aussi qui est pas identifié par un seul genre. Donc en général, c'est plus des hommes qui s'habillent avec des saris rouges, donc de femmes.
Et ce groupe-là sont à la fois fortement craints et respectés en Inde parce que ils ont l'accès justement au monde invisible pour faire des demandes. Donc, comme tu peux imaginer, la population se retourne vers eux tant pour faire des demandes, pour les soulager, les aider, les soutenir, mais ils peuvent aussi potentiellement travailler aussi avec le côté plus obscur. Donc, c'est pour ça que c'est une population qui est respectée, quand bien même c'est une population qui vit très en marge. Mais elle est en marge et en même temps elle est intégrée dans la société. Donc c'est très différent des mouvements non binaires qu'on a en Occident, quoi. Voilà, en Asie c'est quelque chose qui a toujours été. C'est assez intéressant. Ouais. Bon, sans aller trop loin peut-être dans ce sujet. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a clairement un rapport entre le rôle justement ces dimensions, ces traits SPS, et puis le fait d'avoir ce genre de rôle de guide, d'accompagnant, de sage, forcément, parce qu'il y a, c'est aussi lié avec probablement un système de valeurs, on pourrait dire, qui est tourné vers la solidarité, vers le soutien, etc., comme on va le voir aussi un peu plus tard. Donc justement, ce qui amène justement à l'empathie, ce dont je voulais aussi parler aujourd'hui, voilà, c'est que évidemment que quand on parle d'empathie, on est tous des empathes, hein. J'entends, à moins d'être dans des psychopathologies de type psychopathie, sociopathie, on est tous dotés de neurones miroirs. Donc, si on voit une petite grand-maman qui se casse la figure dans la rue, qui se frappe le front, évidemment, on va tous aller l'aider. Ça, c'est avoir une empathie normale. Voilà. Mais maintenant, c'est vrai qu'il y a aussi l'empathie accrue. Et il y a des recherches intéressantes qui font en fait le lien entre cette empathie accrue ou l'hyper-empathie ou la haute empathie, là aussi, on ne sait pas quel terme est bon, et le trauma, notamment à travers les études sur les ELA, sur les Early Life Adversity, donc l'adversité dans l'enfance. Et ça se définit par un stress extrême ou un stress chronique qui est vécu justement dans l'enfance. Par exemple, dans un contexte d'abus, de négligence, quand on vit de l'imprévisibilité émotionnelle chronique, quand on développe de l'hypervigilance relationnelle, on est tout le temps sur le qui-vive, on se sent pas en sécurité, donc les attachements insécures, mais aussi dans les cas de la surprotection d'un enfant. En fait, c'est étonnant, ça m'a frappé de voir dans les résultats que les indices de détresse personnelle de ces enfants étaient aussi plus élevés dans le cas d'une surprotection. Mais ce qui fait sens. On peut bien imaginer que du coup, il y a un manque de sécurité après quand on doit faire face seul aux événements. Donc, pour le système nerveux, qu'est-ce que ça implique tout ça? Ça implique qu'il y a plus de sensibilité au danger, qu'il y a plus de réactivité émotionnelle et sensorielle. On est plus orienté aussi vers la détection de la détresse des autres. Donc ça, c'est un élément très important. Et ça engendre aussi plus de problèmes immunitaires puisque le système est sursollicité. On peut dire qu'il est un peu hyperactivé tout le temps. Maintenant, je sais pas si ça te parle. Tu me disais tout à l'heure que ça te parlait l'idée qu'on nous manque en français l'idée de wounded healer, du guérisseur blessé. Je trouve que c'est un peu ça parce que clairement, à force de vivre, très intéressant aussi, une question que j'avais, c'est donc l'adversité qu'on peut vivre enfant. Est-ce qu'elle est cause de hypersensibilité parce que très vite confronté à quelque chose de très intense et donc système nerveux dérégulé qui continue dans cette direction et qui amène à être cette personne hautement sensible, hypersensible, ou est-ce que c'est un trait de caractère naturel et tout le monde ne vient pas de trauma d'enfance? Déjà, c'est la première question avant qu'on avance. Ouais, c'est un peu la poule et l'œuf. C'est pas évident de répondre. En tout cas, de mon point de vue et d'après les recherches que j'ai vues, il n'y a pas une réponse aussi clear cut.
qui est aussi facile, parce que il parle bien de ça par rapport à un trait neurobiologique. Donc on peut imaginer que c'est aussi quelque chose dont on peut hériter, hein, et aussi tempéramental. Donc ça veut dire que c'est la personnalité se construit en fonction des habitudes qu'on a. Donc moi je dirais que c'est probablement, il y a sûrement un double facteur, très probablement. Ok. Très Donc, probablement. et après, dans tous les cas et dans les faits, la personne se retrouve avec de grandes capacités de ressenti, de captation de ce qui se passe dans le subtil ou dans l'infime, et qui permet du coup d'être au service soit des personnes, parce qu'elle a réussi à transformer ses capacités, et tu pourrais nous parler de toi aussi, et ces personnes vont ensuite pouvoir effectivement être ces guérisseurs blessés. Mais définis-moi plus le guérisseur blessé, toi, de ce que tu entends par ce terme-là. Oui, c'est vrai que alors j'ai pas la définition mot pour mot, hein, mais moi ce que je comprends par là, d'ailleurs, on n'a pas besoin d'être guérisseur, hein. Je pense que ça on pourrait dire c'est l'aidant blessé, peut-être, hein. Donc ça fait justement appel à cette idée de détresse empathique. C'est-à-dire qu'on a vécu soi-même une telle grande détresse, souvent développementale, donc dès l'enfance, hein, que du coup, on va déjà être souvent l'enfant thérapeute, parce qu'il y a souvent un environnement déjà qui est là, qui contribue à ça. Et on va être souvent le sauveur qui vole au secours de tout le monde parce qu'il peut pas supporter de voir la souffrance chez lui tellement la résonance est forte. Mais en fait, ça part toujours de sa propre détresse. Et donc, il y a moi, j'ai rencontré un certain nombre, par exemple, de guérisseurs, de médiums, de thérapeutes, qui avaient une empathie extraordinaire, au-delà de la norme, une bienveillance et une capacité d'accueil qui semblait quasiment illimitée. Et en même temps, ces personnes, je remarquais que quand je les rencontrais à travers des réseaux personnels ou des choses comme ça, je pouvais voir que parfois c'était des personnes qui étaient aussi enfermées dans des schémas relationnels maltraitants, qui vivaient par exemple dans des très grandes difficultés financières parfois, ou voilà, qui avaient leurs propres difficultés évidemment, parce que tout le monde en a, évidemment, mais c'est pour dire que dans certains cas, c'est comme si on peut voir se dessiner une corrélation aussi entre cette dimension de la détresse empathique et celui qui vole au secours de quelque part, celui qui veut être dans la relation d'aide. Voilà. Et c'est pour ça que les recherches ont mis en exergue deux types différents d'empathie que je trouve assez intéressant de noter. Donc d'une part, ce serait ils disent qu'il y aurait l'empathie saine ou compassionnelle, on pourrait dire aussi. Donc, je ressens ta souffrance, mais je reste centré et présent. Je suis chez moi, je suis régulé, je suis dans la capacité d'aider, mais je pose des limites saines et ma compassion est stable. C'est-à-dire, c'est pas un jour oui, un jour non, un jour je suis disponible et le suivant pas. Ok. Et puis après, il y aurait cette détresse empathique, comme elle est décrite, où ta souffrance déclenche ma propre souffrance. Et là, on peut imaginer qu'il y a cet effet de surcharge dans le système, hein, parce qu'on sait maintenant que les cerveaux limbiques émotionnels communiquent. Hein, on connaît l'effet justement, la fatigue compassionnelle. Hein, l'exposition à la souffrance chronique des autres chez les personnes dans la relation d'aide ou dans les proches aidants, etc. On sait que ça a un impact important sur le système nerveux qu'on appelle d'ailleurs trauma vicariant. Hein. Donc on a cette hyperactivation nerveuse, cette espèce de fusion émotionnelle parce qu'en fait il n'y a pas de frontières, voilà. Et ça induit du coup cette fatigue compassionnelle qui induit à un moment donné ou bien la nécessité de retrait, hein, pour se protéger et un peu sauver sa peau, ou de sauvetage. Voilà. Et là, ça rejoint un peu, je trouve, la description du sauveur de Karpman, hein, dans le triangle de Karpman, bourreau, victime, sauveur. Et aussi, ça rejoint un petit peu les descriptions, je sais pas si tu connais la typologie de l'énéagramme, avec le numéro 2. Qui, avant d'être conscient de ces schémas, de ces conditionnements, est en mode automatique dans sauver le monde. Voilà, même quand il n'est pas sollicité.
Justement voilà, le côté parfois plus sombre aussi de l'empathie justement. Voilà, quand elle est pas ajustée. Et toi, tu as vécu justement une détresse empathique ou une fatigue compassionnelle avant d'arriver vers quelque chose de plus stable. Comment tu te situes toi par rapport à ça? Puis après, je serais très curieux de savoir aussi les personnes qui viennent à toi. Elles arrivent avec, j'imagine, justement une détresse empathique, un trop plein, une surcharge, et comment tu vas les aider après à réguler ça de manière plus stable. Totalement. Alors moi, ça a été vraiment mon chemin de vie aussi.